Et c'est les livres qui m'ont sorti d'affaires. C'est la découverte des livres qui m'a permis d'apprendre, qui m'a permis de découvrir qu'il y a plein de mondes différents, qu'il y a plein de mondes possibles et que je peux changer de monde. Mais pour ça, il fallait que moi je m'élève, que moi-même je devienne intéressante. Et c'est parce que j'ai acquis le verbe que j'ai pu me sauver. Quelles sont les clés pour transcender ces blessures et ces traumatismes du passé ? Si le chemin de la résilience vous semble inaccessible, cet épisode est fait pour vous. Alors bonjour Fabienne. Bonjour Raphaël. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir aussi de te rencontrer. Moi aussi. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bon, tu as vu, on est pas mal là. Très Si tu agréable. penses du décor. Très agréable avec ce petit jardin en face de nous, c'est formidable. Ah oui, tu vois, un peu de verdure, on peut s'échapper. Ouais. Non, c'est cosy, tu vois, c'est intime et j'aime bien avoir recréé ce cocon. Puis j'espère que voilà, tu te sentiras bien, parce que ça me tient à cœur. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, je vais commencer par les présentations. C'est normal. Donc je reçois aujourd'hui Fabienne Bichet. C'est moi. C'est toi. Et je vais tout simplement te lire un petit portrait. Ah ouais. Fabienne, tu es l'une des plus grandes directrices de casting du cinéma français. Tu es membre du comité des Molières, des Césars. Tu as travaillé avec des acteurs ô combien célèbres, Isabelle Huppert, Belmondo, Delon, Noiret. Mais derrière ce parcours impressionnant, il y a une histoire longtemps passée sous silence que tu choisis de raconter dans ton livre « Moi, Fabienne B, mauvaise fille ». Tu t'y confies sur une enfance chaotique, douloureuse, un passé difficile qui aurait pu t'engloutir, mais que tu as eu la force de transcender. Et c'est ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Et pour ça, Fabienne, je te dis d'ores et déjà merci et bienvenue dans ta deuxième vie. Merci Raphaël. Ce portrait résume assez bien mon histoire. Mais écoute, tu vois, ça posait le décor parce que c'est une vie absolument incroyable que tu as eue. Le pire est le meilleur. Écoute, c'est ce que tu en as fait et c'est ce qui me tient à cœur, c'est ce qu'on va mettre en lumière aujourd'hui. Alors tu vois, avant de nous jeter dans le grand bain de l'interview, on continue à faire un petit peu connaissance. Alors je t'ai concocté quelques petites questions rigolotes qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, mais comme ça nous fait nos questions brise-glace et j'aime bien. Je vais tout savoir sur toi en fait. Alors, dis-moi, est-ce qu'on peut te parler avant le premier café ? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est Moi, vrai je me lève de bonne humeur le matin, je suis disponible. Oui. Waouh ! Bon, je suis la seule à avoir besoin de beaucoup de café. D'accord. Est-ce que tu es plutôt oiseau de jour ou oiseau de nuit ? Ah, je suis oiseau de nuit. J'aime le silence et le calme de la nuit. Intéressant. D'accord. Est-ce que ça t'arrive ? Oui, c'est une question saugrenue. D'engueuler ton GPS ou ton ordi quand il plante. Ah oui, même de taper dessus. D'accord. Donc tu es quelqu'un qui parle aux objets. Je parle à mes objets quand ils ne font pas ce que je veux. T'as raison. Non, mais c'est comme ça. Très bien. Alors, pour un petit craquage, tu es plutôt salé ou sucré ? Je suis un bec sucré. Un bec sucré. Oui. Ouais, tu vois, comme ça, au moins, je saurais comment te faire plaisir. Bec sucré. Très bien. La galette des rois après l'émission. Par exemple, tu vois. Et enfin, est-ce que tu es plutôt bonne joueuse ou mauvaise joueuse ? Je suis bonne joueuse. C'est bien ça. D'accord. Je suis bonne joueuse parce que de gagner ou perdre, l'enjeu n'est quand même pas majeur. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Tu as raison. Mais merci beaucoup d'avoir été aussi sincère sur ces petites questions rigolotes. Et donc, Fabienne, tu connais le concept de mon podcast, Ta deuxième vie, puisque j'ai écrit ce livre, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment des destins, des trajectoires, avec une vie d'avant, telle qu'elle est. Et puis, chez beaucoup de personnes, ce point de bascule, ce déclic où, d'un coup, ça te met sur ton chemin d'une deuxième vie que tu t'inventes. Et c'est vraiment, moi, ce qui m'intéressait.
Et donc, je vais te proposer de rembobiner. On n'est pas dans un film, mais presque. Rembobiner. Oui. Et puis, si tu as envie de nous raconter qui est Fabienne, la petite Fabienne, même qui arrive au monde. Hein, qui est-elle, cette petite? Un bébé qu'on a posé là, un bébé que personne ne voulait, un bébé qui a été abandonné très vite, très tôt, à la maternité. À la maternité. Voilà. Donc, très jeune, j'ai appris ce qu'était la violence, l'abandon, la survie. Alors, mais je t'entends. Alors, mais ce petit bébé, donc c'était ta maman. Était trop jeune. Quel âge avait-elle? Elle avait 18 ou 20 ans, économiquement fragile et pas du tout prête pour être mère. Et je ne sais pas si elle savait qui était le père. Je pense que je suis issue d'un mauvais souvenir. Tu penses? Oui, je pense. Et donc, elle m'a laissée à la maternité. Elle est fille-mère à ce moment-là, c'est comme ça qu'on dit. Et surtout à cette époque-là, autant aujourd'hui, personne ne porte de jugement. D'accord. Autant en 1956, fille de paysans catholiques, je pense qu'elle aurait été maltraitée par tous, par la société, par sa famille, par tout le monde. Donc elle ne pouvait pas assumer ce bébé. Il fallait déjà qu'elle arrive à s'assumer, elle. Je vois, donc elle aurait été rejetée par son milieu. Rejetée de tous les côtés. Waouh. C'est un petit peu comme dans les films de Pagnol. Non, tu trouves beaucoup de films de Pagnol, non? C'est les filles mères, un petit peu comme ça, non? Oui. Hein? Oui. Mais c'est effectivement, oui, pas du tout... Sauf que dans les films de Pagnol, il y a quand même une certaine tendresse. Complètement. Donc te voilà avec... J'ai 3 ans. Tu as 3 ans. Ma mère réapparaît. Ah, mais alors, entre 0 et 3 ans, tu es où alors? Je suis placée de famille d'accueil en famille d'accueil. Ah oui, donc je n'ai pas de souvenir. Tout de suite, tu n'as pas de souvenir, mais je crois que tu as fait plusieurs familles d'accueil, c'est ça? Quand je suis arrivée dans le Jura, j'en étais à ma 5e maison. Donc 3 ans, 5e maison d'accueil. C'est ça. C'était déjà un score si petite qui est... waouh. Parce que la DAS ne voulait pas que les familles d'accueil s'attachent. Donc pour éviter l'attachement, ils déplaçaient les enfants. Mais pourquoi ils voulaient éviter l'attachement? Je crois que... Je me demande si c'est pas toujours le cas aujourd'hui aussi. Pourquoi? Parce que c'est pas des enfants, c'est pas leurs enfants. Mais est-ce qu'il n'y a pas une chance d'être adopté si justement la famille s'attache? Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire une demande d'adoption si tout se passe bien? Non, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a un moment donné, quand j'avais 3 ans, la DAS a envoyé un courrier à ma mère en lui demandant de faire un abandon définitif ou de me reprendre pour que je puisse être adoptable. Oh là là. Et comme elle s'était mariée avec Maurice Bichet, dans le Jura, elle a demandé à me reprendre. Oh là là. Donc, j'ai connu un petit peu ma mère à ce moment-là, mais pas longtemps, juste une année, parce que finalement le couple, elle vivait à la ferme dans le Jura avec Maurice Bichet, le couple n'a pas fonctionné. Et donc, elle est repartie avec un bébé sous le bras et enceinte. Et moi, elle m'a laissée là-bas. Donc, je suis restée jusqu'à 9 ans au milieu des vaches, des champs, la ferme. Mais c'était qui pour toi là-bas, en fait? C'était la famille de ta mère? C'était le mari de ma mère qu'elle a laissé sur place. D'accord. Oui. Et on était dans une ferme, et lui vivait avec son père, sa mère, sa grand-mère. Donc elle, enceinte d'un autre enfant, part et te laisse dans cet univers-là. D'accord. Jusque-là, c'est pas si grave. Jusque-là, donc la campagne. La campagne, la nature, c'est les souvenirs qu'il m'en reste. Je gardais les vaches. Voilà. Et c'est un souvenir pour moi, c'est un souvenir paisible, c'est un souvenir calme. Ça aurait pu être parfait s'il n'y avait pas le grand-père. Et sauf que il y avait le grand-père. Et le grand-père, il me coinçait sous l'échelle. J'avais 6 ans. Et de 6 à 9 ans, j'ai subi un peu le grand-père. Et c'est quand même très très tôt. C'est quand même très très tôt pour la sexualité. Et ça détermine un chemin. Ça détermine tragiquement un chemin.
C'est-à-dire qu'après, à 9 ans, ma mère a envoyé 2 hommes me chercher, son frère et un autre, pour me récupérer, parce que sans doute qu'elle avait la culpabilité de m'avoir laissée là-bas, ou qu'elle ne pouvait pas me reprendre avant, je ne sais pas. Mais est-ce qu'elle avait aucune idée de comment ça se passait pour toi, ou tu avais Non, quand elle a même aucune idée. contact avec Non, elle? non, Enfin, rien. il y avait, non, il y Rien. avait pas du tout de contact. Rien. Et toi, bon, ben, Elle m'a fait kidnapper. Elle m'a fait Ah. kidnapper parce que Maurice Bichet, la grand-mère, il ne voulait pas me laisser partir, bien sûr. Sans doute qu'il s'était attaché à moi. Et donc, elle m'a kidnappée. Et là, la violence du contraste. Kidnappée. Oui, elle m'a fait kidnapper parce qu'on ne voulait pas me laisser partir. Par qui? Oui, je comprends. Par son frère et un ami de son frère qui était venu me chercher. Et eux, ils avaient pour objectif de me récupérer. Toi, on ne te demandait pas trop, de toute façon, si tu avais ton mot à dire ou quoi. On est en 1960. La vie des enfants en 1960. Qui s'intéressait à la vie des enfants en 1960? D'accord. Mais même si je puis me permettre de légèrement revenir, Oui. mais sans, du coup, Ouais. sur le grand-père, en fait. Toi, Ouais. enfin, ce que tu vivais, tu Le te formuler sentais pas le droit d'en parler à personne, ou tu avais quand même quelqu'un de confiance? Est-ce que, par exemple, avec personne. le mari de ta mère, est-ce que tu avais quand même des liens? Non, on parlait pas du tout, de rien? Et puis surtout, je sais pas, mais j'avais probablement peur d'en parler. Bien sûr. C'était un personnage inquiétant, ou c'était quel type de personnage? Bah, de toute façon, j'avais 6 ans, je mesurais moins d'1 mètre. Et déjà, rien que le rapport physique impose la distance. Enfin, Tout à fait. Et Oui, puis peut-être que je sentais que c'était quelque chose de pas normal, donc j'osais pas en parler. Je mesurais pas comment on pouvait me protéger. C'est juste ça, dans ta tête, tu sais qu'il y a quelque chose de pas normal, mais tu dis quoi? C'est pour laisser faire, pour faire pas faire plaisir, mais je veux dire pour t'intégrer. Tu avais l'impression que tu devais quand même laisser couler pour t'intégrer, enfin je pense que je savais pas si c'était bien ou mal, et je sentais que, enfin, ça me convenait pas, mais je pensais que j'avais pas le choix, que c'était comme ça. J'avais pas le choix. Oui, parce qu'à cet âge-là, évidemment, on n'a aucun référent, aucun repère sur ce qui est juste, pas juste, normal, pas normal. C'est ça. C'est ça. Tu disais, les choses doivent se passer comme ça. C'est avec la distance et le recul que je mesure à quel point c'était pas normal. Mais si je me repositionne dans une petite fille de 6 ans, c'est juste que j'aimais pas ça, c'est tout. Oui. T'avais envie de le repousser, c'était quelque chose. C'était pas simple. Tu pouvais pas, quoi. Non. D'accord. C'était passage obligé. Passage obligé. C'était passage obligé. Ouais. Alors, est-ce que le fait de vivre ça, t'avais, toi, petite fille, des manifestations, en fait, tu vois, des cauchemars ou des manifestations physiques de ce stress? Est-ce que ton corps se manifestait, ou tu sais plus trop? Je suis incapable de le dire, je m'en souviens pas. Moi, ce que je me souviens, c'est tellement petit. Ce que je me souviens, c'est du après. C'est du contraste violent entre ma vie à la ferme, la campagne, et quand je suis arrivée au Mans, dans la famille de ma mère, où là, j'étais avec 2 autres enfants, qui étaient ses filles, mais qui étaient blondes. Moi, j'étais brune. J'avais du mal à concevoir que c'était mes sœurs. On dormait à 3 dans le même lit parce qu'il n'y avait pas de place. Ma mère vivait avec ses frères et sœurs, son père, sa mère. Enfin, on était à 10 dans un 3 pièces. C'était les uns sur les autres, en surveillance permanente. La grand-mère voulait me dresser. Moi, j'étais... Attends, waouh, c'est très fort comme mot, si tu me le permets. La grand-mère voulait te dresser. Ben oui, elle connaissait pas... Tu peux nous expliquer un petit peu comment... Alors, parce que déjà, quand même, on en est au kidnapping, qui est déjà un mot, tu vois, c'est déjà très, très fort, très, très violent. Donc, voilà, on ne te laisse pas trop le choix. Pof, on te rembarque. Et là, la grand-mère qui veut te dresser, qu'est-ce qu'il y a?
Dans le Qu'est-ce qu'il y a? Jura, le grand-père me Oui, soumet, bah bien avec- sûr. Bah dis donc. me soumet Mais- physiquement, mais oui. et j'arrive au Mans, et là c'est la grand-mère qui me soumet par une autorité Par une- abusive. Une autorité abusive. Alors, Mm. est-ce que tu crois que j'en sais rien, je ne connais pas du tout ton histoire, mais qu'elle a sauté presque une génération? Est-ce que Oui. tu sais on répare un peu ces erreurs du passé? Est-ce qu'elle s'est dit je dois être je dois être beaucoup plus dure avec ma petite fille parce que j'ai pas su le faire avec ma fille? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je crois pas. C'est pas du tout C'était ça. une paysanne bretonne un peu rude, D'accord. et pour elle, les enfants, ça obéit, ça discute pas, ça obéit. Et moi, j'avais quand même un traumatisme violent là. Oui, pour le moins. Pour le moins. Mais tout à fait. Donc, sans doute que je leur faisais payer le fait que j'étais pas contente d'être là. Je sais ce que c'est qu'une C'est petite fille de normal. 10 ans en résistance. Et je pense que, bon, déjà, je m'étais remise à pisser au lit Ouais. à 9 ans, donc. Je me suis Tu vois, je te parlais à l'instant des manifestations possibles et peut-être pas forcément conscientisées. Mais tu vois, le thème de la colère, moi, c'est un thème le droit à la colère, qui n'est pas la violence, hein. On y Ouais. reviendra peut-être tout à l'heure, et ça, c'est tellement crucial, même pour celles et ceux qui nous écoutent. Mm. Mais toi, la colère, toutes les émotions sont intelligentes et ont une utilité. Et être en colère pour poser son cadre et ses limites, c'est essentiel. Et se donner cette voix. Donc, ce que je trouve tellement touchant, c'est toi, petite fille, qui va donc malgré tout envoyer des signaux, parce que la colère ne pouvait pas trouver une voie, un passage, tu vois. Et donc, d'un coup, alors, oui, Donc, tu je faisais pissais au lit. alors La pipi au nuit. lit, d'accord, et puis ce qui semble, tu vois, déjà pas grand-chose par rapport, enfin comme manifestation par rapport à ce qu'on t'a fait subir. Je pense qu'il y en avait d'autres. Et J'étais puis une bonne peut-être un rebelle. caractère, peut-être, ben, bien sûr, puisque J'étais rebelle, fallait que ça sorte quand même. je disais non à tout. Je disais non à tout. Je résistais à tout. Donc la grand-mère, elle me tapait, elle me tapait, elle m'enfermait, enfin, et je garde un très mauvais souvenir en fait je garde un mauvais souvenir de la grand-mère, de ma mère qui ne disait rien, de ma mère qui laissait faire, Elle t'a protégée. En fait. qui ne m'a pas protégée. J'avais un souvenir positif quand même avec les enfants, c'est-à-dire le dernier fils de la grand-mère avait le même âge que moi en fait. Ah d'accord. Et donc j'avais 2 sœurs qui avaient 3 et 4 ans de moins que moi, et donc on était des enfants. Donc c'était contrebalancé, le climat à l'intérieur de la maison était contrebalancé quand même, parce qu'il y avait quand même 3 autres enfants, et on est des enfants, donc on est dans la dynamique de vie, donc il y avait quand même des moments joyeux entre enfants. Oui. Mais j'étais en souffrance à la maison, j'étais en souffrance à l'école, j'avais un comportement... Qu'est-ce qui se passait à l'école à ce moment-là? Je me sentais pas comme les autres enfants, je me sentais différente, je mangeais mes cheveux, j'étais mal adaptée à l'école. Et c'est l'école qui a envoyé les services sociaux, en fait, chez ma mère. Et c'est comme ça que j'étais à nouveau retirée. Ouais. Alors, pardonne-moi, par exemple, enfin, j'essaye de comprendre en quoi tu étais si inadaptée à l'école. C'est dans tes comportements. Les comportements, le rejet de l'enseignement scolaire. Ah, tu étais pas scolaire, voire Je sais pas si j'étais pas scolaire, mais tu étais dans le rejet, en fait, du système, peut-être? Le rejet du système, le rejet de tout. Puis j'étais tellement concentrée sur ma souffrance, sur ma souffrance et mon mal-être, que mon cerveau n'était pas disponible pour des apprentissages Bien entendu. qui me paraissaient dérisoires, puisque j'arrivais pas à absorber toutes les émotions de souffrance que je vivais. Comme on ne t'a pas donné la parole, évidemment, et que personne ne t'a écouté ou donné une chance de t'exprimer, il fallait bien que ça sorte par quelque part. Donc toi, par des comportements que sûrement... Alors à l'époque, on replace en plus dans le contexte soi-disant inapproprié ou qui collait pas. Mais Ouais. personne n'a pu décoder ta souffrance et pour cause, personne ne t'a interrogé sur comment même ça s'était passé. Puis de toute façon, j'avais pas la capacité à exprimer la souffrance, j'avais pas le verbe, Fameux verbe. C'est fou, j'avais hein. pas les mots, Ouais, bien j'avais sûr. pas les mots. Et puis à l'époque, on n'écoutait pas les enfants de toute façon. Les enfants, c'était fait pour obéir, comme les filles d'ailleurs, les filles surtout Les d'ailleurs. filles surtout. Les filles, c'était fait pour obéir et se soumettre, pour se préparer à être une bonne épouse soumise. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça.
important, faut se soumettre. Il faut se soumettre, on est dans un pays Wow. patriarcal. Mais oui. Donc là, tu rentrais pas dans les cases, quoi. Ah, Ça débordait un peu de tous les côtés, et il fallait te remettre C'est ça, dans le droit chemin et fallait me soumettre. te soumettre. Fallait me soumettre. Rien que le mot, excuse-moi, Ouais. me Le grand- hérisse. Le grand-père, à 6 ans, de 6 à 9 ans, m'a obligé à me soumettre. Ensuite, la grand-mère m'a obligé à me soumettre. Ça a duré 1 an. 1 an où vraiment, que les services sociaux m'aient retiré, ça m'a, comment dire, ça a été une respiration. Ah. Ça a été une respiration. Et pardon, c'est l'école qui a, Oui, qui c'est a, alerter les services qui sociaux. a alerté et qui a Mhm. dit cette petite, il faut qu'on la mette dans un Ils ont- autre type d'établissement. Ben, Qu'est-ce ils ont qu'ils ont dit? L'école ont compris que que j'allais pas bien et qu'il y avait Ah. un problème au sein de la famille. Ah, Et c'est l'école qui a alerté les services sociaux et j'ai été retirée. Et je suis D'accord. partie dans ma première pension, au Nid, à Urville-Nacville, enfin c'est près de Cherbourg. d'accord. Et là, l'ombre du grand-père, forcément, a laissé une trace et réapparaît, sous la forme d'un adolescent de 15-16 ans. C'était un pensionnat mixte. Ouais. J'avais donc 10 ans. 10 ans. Et il y a un garçon qui avait 15-16 ans, D'accord. qui avait jeté son dévolu sur moi, et je subissais à nouveau les assauts sexuels. Mais non. Et pourquoi moi plutôt qu'une autre? Oui, pourquoi? Pourquoi moi plutôt qu'une autre? Je pense que le fait d'avoir déjà eu une expérience avec le grand-père fait que j'envoyais peut-être un signal, quelque chose que n'avaient pas les autres enfants, qui fait que c'est tombé sur moi. Mais est-ce que tu crois que c'est quoi, un petit air effronté? Quelque chose, une lueur Non. un peu... Non, c'est pas possible. Je pense qu'on est des animaux instinctifs. Je pense que les garçons sentent quand il y a une attitude, quelque chose de différent. Je ne sais pas quoi, je n'analyse Oui. pas. Je pense Oui. que c'est de l'ordre de l'instinct. Que pourquoi ce garçon m'a choisi moi, parmi toutes les autres petites filles qui étaient là, pourquoi moi? Mais oui. Et c'est pour C'est ça que insensé. je pense que le grand-père avait marqué quelque chose à travers mon corps, donc mon comportement. Ouais. Et là, C'est- tu vois, et là où la vie, on sait que la vie est injuste, mais je l'ai oui. compris très jeune que la vie est Ah oui, injuste. non, il n'y a aucune, évidemment, Parce que- aucune justice, bien entendu. C'est Parce que, totalement... ouais, parce que ce qui s'est passé après, à un moment donné, il y a quelqu'un de la cantine qui m'a vue Oui. à genoux dans la braguette du garçon. Ouh, Et j'ai cru que ça allait me libérer, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est moi qui ai été qu'est-ce qui renvoyée. s'est passé? Non. C'est moi qui ai été renvoyée. Et sur mon dossier, il y avait écrit fille déviante et vicieuse, la placer uniquement dans un pensionnat de filles. C'est pas le garçon qui savait pas contrôler ses pulsions. C'est forcément moi C'est qui allais été chercher le épouvantable. garçon. J'avais 10 ans, quoi. Disons. J'avais 10 ans, donc pas de puberté, pas de compréhension de la sexualité, on n'est pas là-dedans quand on est une petite fille. Mais C'est un monde à l'envers. C'est- C'est-à-dire, c'est la l'époque. victime devient la coupable. c'est l'époque. C'est monstrueux, quoi. Enfin, voilà, c'est complètement inversé. C'est l'époque qui voulait ça. C'est l'époque qui voulait ça. C'était un pensionnat religieux, c'était que des religieuses. Et donc, c'est moi qui devais être punie parce que j'avais le diable en moi, puisque Ouais, c'était encore tout ça, ce qui paraît complètement... j'avais le diable en moi. J'étais le diable. Et le garçon, je vais être naïve, hein, tu vois, à Ouais, quel ouais. point je peux être naïve, moi. Il a jamais, enfin, je veux dire, émis aucun remords. Enfin, il y avait rien, aucune petite alerte qui J'en me sais. disait je suis en train de faire quelque chose de monstrueux. Mais j'en Enfin, sais, où j'étais il, partie. Je ne sais t'étais déjà parti ou Je t'as ne sais jamais pas. retrouvé ou quoi. Mais je me dis, mais c'est pas possible qu'on puisse infliger ça à quelqu'un et pas se dire à un moment donné, mais C'est pas normal. ouais. Et puis je ne sais pas, se rendre compte. Ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable aujourd'hui. Enfin, oui, des remords, ou vraiment une prise de conscience, quelque chose. Et Non, je pense que ça paraît incroyable aujourd'hui parce qu'il y a une sensibilisation par rapport à tout ça. Parce qu'on Oui. met les mots dessus aujourd'hui. mais des Mais mots dessus. Ouais. On est en 1963-64. Un garçon de 16 ans qui contrôle pas ses pulsions et qui exerce son pouvoir sur des enfants plus petits. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là.
ahurissant. Ouais, ouais, ouais. Et l'institution, elle, pareil, il n'y a aucune réflexion, on ne se dit pas Non, pour des religieuses, c'est nous les filles qui avons c'est le les diable filles. dans le corps. Ça m'a poursuivi jusqu'à mes 18 ans, ça. Parce qu'alors, moi, ça C'est nous les filles qui avons le diable dans le m'hallucine corps. Totalement. D'où ça peut venir une chose pareille? Est-ce que même dans l'éducation catholique, ouais, alors quoi, c'est quoi? On en est au péché originel? C'est Péché toujours originel. nous, c'est toujours nous. Adam et Alors, Ève. d'accord, la tentation, c'est toujours nous, quoi, en fait. Adam et Ève, la tentation. D'accord, c'est l'origine, mais enfin, tout de même, on C'est peut le- se dire, là, à ce point-là, C'est le d'accord. poids de la culture catholique. Waouh. C'est le Wow. poids de la culture catholique et servi par des religieuses de tout le temps. On n'a pas laissé les filles occuper l'espace public. Les Non, filles, c'est le sûr. soir, il faut qu'elles rentrent. C'est ça. Non, puis il faut remettre L'espace public est réservé aux garçons. les droits des femmes, de toute façon. Voilà, il a fallu tellement se battre pour remettre les choses. Le nombre de filles sacrifiées pour qu'on puisse être libre aujourd'hui. Ah, ouais. Non, ça fait froid dans le dos. Et est-ce qu'à ce moment-là, juste, t'es en colère quand même? Est-ce que t'es tenté quand même de clamer ton innocence à un moment ou Oui, bon, ou certainement. même pas? Enfin, Si, certainement. Et puis certainement, je l'ai clamé. Mais quand tu cries, personne t'écoute. Quand tu cries, personne t'écoute. Quand tu... Oui, la colère, c'est un... à la direction ou quoi? Non, t'as même pas fait C'est un des passage religieuses. dans... Oui, J'étais une mauvaise fille. t'étais une mauvaise fille et voilà, c'était fini. signé. J'étais une mauvaise fille, j'avais le diable dans le corps parce que, Ouais, je vois. parce que j'avais été sexualisée. T'avais été sexualisée, c'était déjà Ma vie était tracée. presque marqué au fer rouge alors que t'avais rien fait, quoi. J'étais Donc marquée, c'est c'est ça. absolument terrifiant. Et après, quand t'es marqué Voilà. comme ça, t'es habité par la honte, par la culpabilité, et tout ce qui t'arrive derrière, tu trouves que c'est normal que ça t'arrive. Parce que Ah oui, c'est t'as comme pas tu d'autres références. absorbes le Tu te construis schéma et tu te construis sur sur le regard une des autres. identité totalement fausse Oui. qui n'est pas la tienne, qu'on t'a collée Ouais. et tu dis, qu'est-ce que tu dis? Si on me traite comme ça, c'est que ça doit venir de moi, C'est que je le mérite. c'est que je le mérite, bon, c'est que ça doit être normal. Ouais. Et tu te construis dans le regard des autres. S'il est bienveillant, tu te construis avec de la confiance en toi qui te permet d'avancer. S'il est malveillant, tout te pousse à disparaître. On te pousse à disparaître, en fait. Mais C'est moi, ce je ne voulais pas disparaître. Ah, mais tu as bien fait. J'ai Tu as toujours, très très bien fait, absolument. j'ai toujours eu une petite flamme à l'intérieur de moi qui ne voulait pas s'éteindre. Et c'est heureux, et c'est beau. Merci Fabienne, oui, il faut. Mais tu vois, ce qui me sidère, c'est dans les préceptes de la religion catholique, quand même, où tu es censé être du côté de la bonté, de la bienveillance, de la main tendue, justement. On va y venir à l'histoire des mains tendues, mais ça me bouleverse de voir que finalement, c'était pas du tout des personnages comme ça, que ça se trouve, ces religieuses étaient très... comment dire, très hiératiques, très dans des... je ne sais pas, dans un rôle strict et de... Ça a été encore pire après. Parce qu'après, effectivement, alors, je me suis... Alors, maman, J'ai eu... une fois qu'elles t'ont un peu condamnée en plus, Oui. parce que... Donc j'ai eu une petite période de transition où j'ai été dans un pensionnat de filles qui était très bien, maison d'éducation spécialisée, D'accord. qui était très bien, et qui était un pensionnat ouvert sur l'extérieur. Donc là, j'ai eu une petite période jusqu'à ce que je sois transférée au Bon Pasteur de Toulouse. Ça. Donc là, à nouveau chez les religieuses. Là, j'étais en maison de correction, en maison de redressement. Maison de correction, il fallait corriger les filles qui sortaient de la norme. Corriger les filles qui... corriger les filles, redresser les filles qui sortaient de la norme. Donc je me suis retrouvée au Bon Pasteur avec des filles qui étaient toutes adolescentes, 14, 15, 16 ans, qui avaient été toutes soit violées, abusées, maltraitées, fugueuses. On était des filles qui rentraient pas dans la norme sociale et qu'il fallait retirer de la société. Je les cachais. Cachées, mises à l'écart, complètement. Et il y a même des pères qui, eux-mêmes, ont fait rentrer leurs filles au Bon Pasteur. C'est-à-dire que les familles pouvaient librement faire rentrer les filles en maison de correction.
Et c'était avec la caution de l'Église, de l'État, de... C'est incroyable. Mm. Donc là, il y a presque une... Et on est en 1970. On est en 1970. Ce qui est atroce, c'est que peut-être qu'il y a eu un temps où on enfermait les femmes dans des asiles psychiatriques, Et ensuite, si elles correspondaient pas ou si elles étaient déviantes ou que sais-je. Enfin, elles gênaient, quoi. Oui, oui. Ça gênait, elles gênaient. Allez hop, asile psychiatrique. On a des histoires absolument terribles comme ça. Ouais. Mais là, du même acabit. C'est la même chose. Du même acabit, tu vas nous raconter, mais Ah oui, presque une déshumanisation. c'est pas presque, Ok, c'est une tu vois, j'essaye toujours de minimiser. T'as remarqué quand même, face aux souffrances, on se protège, c'est fou. On essaye des fois de minimiser, d'adoucir une réalité qui est tellement brutale finalement. Ouais, on en trouve les moyens ou pas d'adoucir. D'adoucir. Ou pas. Bon, mais Ça, oui alors. Combien sont mortes? Combien de filles ne s'en sont pas relevées? Pour quelques-unes comme moi, qui ont traversé qui ont réussi à traverser combien? T'as tenu combien d'années? 4 ans. 4 ans. Je suis rentrée à 14 ans, je suis sortie à 18 ans. Attends, le temps de la souffrance n'est pas le même. Hein. Enfin, le temps n'est pas le même, on est d'accord? Mais au milieu de ça, Mais bon. t'es pas en souffrance tous les jours. On est dans un pensionnat de filles, avec des filles de notre âge. Il y a des rébellions, il y a des amitiés, il y a des moments de vie, de Mais comment ça joie. se... Voilà, oui. Il y a aussi ça. Tu te fais des amis là-bas ou... Oui, bien sûr, parce que Oui, quand l'instinct même, de vie est toujours là quand même. Alors, comme personne n'avait d'attachement pour les religieuses qui nous encadraient, qui n'étaient que disciplinaires. Donc, forcément, il y avait des lâchers. Forcément, il y a des moments de rébellion. Alors, après, c'était les punitions collectives. Donc, tu apprends à gérer la douleur, tu apprends. Quoi, c'était carrément des châtiments corporels? Ah ben oui, c'est-à-dire c'était la bastonnade collective dans le dortoir. Parce qu'on n'avait pas des chambres individuelles, on avait un dortoir, Okay. où on était 40 filles. Donc tu as 20 lits sur une ligne, 20 lits en face, et la bastonnade, ce qu'ils appellent la bastonnade, on est en chemise de nuit, on doit soulever nous-mêmes la chemise de nuit, et il y a une sœur qui te fouette sur les fesses, tu as l'autre qui te tient les bras au-dessus de la tête, comme ça. C'est qui l'autre? L'autre religieuse. Et puis tu as la troisième. Elles sont 3. Elles sont 3 religieuses. Pour la bastonnade, elles sont 3. Il y a celle qui surveille le dortoir, il y a celle qui te tient les bras, et il y a celle qui te fouette. Mais non. Et ça va encore quand tu passes au début. Quand tu passes dans les premières, ça va encore. Mais au début. Pourquoi ça va encore quand tu passes au début? Eh bien, parce que après, quand tu passes en 15e position, que tu as entendu tous les autres crier avant toi, que tu as entendu tous les autres passer, pleurer, etc., que tu attends ton tour pour avoir le même traitement, mais ça amplifie la douleur de façon considérable. Et comme ça revient quand même assez souvent, parce qu'on ne peut pas se passer de faire des conneries, parce que c'est normal, c'est humain. Bien, évidemment, puis Dieu merci, c'était une soupape quand même. Hein, ben oui. Et puis personne ne dénonçait personne. Donc, il y avait donc c'était punition collective. Alors, t'apprends à gérer la douleur, t'apprends à te dissocier, t'apprends à mettre ta tête loin de ton corps, t'apprends à... C'est possible, ça? Ah oui, c'est très très possible, je sais toujours le faire. Wow. Bien sûr. Tu peux te dissocier de ta douleur. Et heureusement que j'étais préparée à ça. Parce que quand je suis sortie du Bon Pasteur, ça a été encore pire. Donc, au Bon Pasteur, j'ai appris à résister à la douleur, j'ai appris à me soumettre, j'ai appris à me faire oublier, j'ai appris à être transparente. Ah, il fallait se faire oublier. À essayer de se faire oublier pour ne jamais être la cible pour être le moins possible la cible des religieuses. Où l'acharnement, la violence, elle était physique, elle était psychologique aussi. Ça, c'est terrible, la violence psychologique. Hein. C'est bien pire. C'est presque bien pire. Hein. Et ça, c'est sous-estimé des fois. C'est malheureusement... Par rapport à la violence physique. La violence physique, en fait, tu arrives à l'oublier. Ouais. Parce que si tu t'es cassé une jambe, par exemple, si tu reparles de ça aujourd'hui, tu revis pas la mémoire de la souffrance physique. Oui. Tu sais que tu t'es cassé une jambe, mais tu revis pas ça. Alors que la souffrance psychologique, tu la gardes toute ta vie. Et les émotions remontent, la souffrance remonte quand tu reparles d'une humiliation vécue, quand tu reparles. C'est comme si c'était arrivé la semaine dernière.
l'émotion revient. Alors que la douleur physique, non. Absolument, absolument. Et même je sais qu'évidemment tu es extrêmement impliqué dans les violences faites la cause les violences faites aux enfants, etc. Et je trouve ça important de dire qu'il n'y a pas que la violence physique, mais oui, comme tu dis, violence psychologique, comme elle n'est pas visible, hein, c'est comme les handicaps invisibles, mais font des dégâts, ça peut faire des dégâts absolument terribles. Ouais. Bien supérieurs. Des séquelles même bien supérieures. Et effectivement, un coup, attention, hein, j'ai pas dit... bien supérieur. Voilà, et ça me touche aussi beaucoup. Et oui, autant une parole bien sentie au bon moment peut sauver une vie, autant un silence peut détruire totalement une vie. Ah, oui. Une voix que personne n'écoute peut détruire totalement une vie. Voilà, exact. Ouais. Ça t'évoque quoi, là, cet instant précis? Que j'ai beaucoup crié et que personne... et que j'ai beaucoup crié, beaucoup. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour finalement comprendre que c'est un langage que personne ne veut entendre. Oh. C'est comme ça. T'apprends. Et c'est parce que t'apprends que tu peux transformer. Oui, mais c'est pour ça que c'est important aussi de déposer cette parole aujourd'hui, je trouve. Oui, mais ce qui est important, c'est de dire, c'est d'oser poser les mots, d'oser dire les traversées difficiles, parce que quand je suis sortie du Bon Pasteur, j'étais attendue par les réseaux de la prostitution derrière. Parce que c'était des filles sans protection, sans famille, qui n'intéressaient personne. Et donc, c'est le cercle infernal qui continue. Et là, heureusement, comme au Bon Pasteur, j'avais été beaucoup battue par les religieuses, j'avais appris à résister à la souffrance physique, et ça m'a permis de tenir pendant cette période où j'ai été prise dans les réseaux de la prostitution, où j'étais violée très régulièrement, où j'ai été enfermée. Voilà, attends, mais comment ça s'est passé? Parce que quand tu es sortie, tu t'es dit enfin libre. Oui. Peut-être que ma nouvelle vie commence. Non, est-ce que tu étais comme pleine d'espoir à la sortie? J'ai vraiment cru que c'était ma nouvelle vie. C'était un bonheur immense. Au Bon Pasteur... Mais oui, ça aurait pu, voilà. Au Bon Pasteur, il y avait des murs de 2 mètres de haut qui étaient l'enceinte d'un ancien couvent. En fait, c'est un ancien couvent. Et il y avait des murs de 2 mètres de haut avec des tessons de bouteilles tout autour. Et quand enfin tu franchis les portes pour ressortir de là, après tout ce que tu as vécu à l'intérieur, mais c'est un bonheur immense. Tu te sens infiniment libre. Découvrir les magasins, découvrir les senteurs, les odeurs, circuler librement en ville. Ouais. Mais c'était un moment de joie immense. Sauf que en sortant, j'étais suivie et je ne le savais pas. T'es suivie. Donc j'ai d'abord connu un peu l'errance, le temps de trouver... Mais tu avais un endroit où aller? Mais pas du tout. Est-ce que l'institution, après t'avoir gardé tellement d'années, s'inquiétait de savoir ce que tu allais devenir derrière? Non, les religieuses ne sortaient pas du Bon Pasteur. Donc le monde extérieur, je ne suis pas sûre qu'elles le connaissent, elles n'imaginaient même pas ce qui nous arrivait derrière. Elles pensaient qu'on avait 18 ans, qu'on était bien constitué physiquement et qu'on avait les moyens sans doute de s'adapter au monde extérieur et de s'en sortir. De toute façon, tu n'avais aucunement préparé à un métier, on t'avait même pas formé en études. On t'avait formé à faire du ménage. Voilà, alors apparemment... À être une domestique. Donc, ils te faisaient frotter les sols, enfin, c'était vraiment... Bien sûr, et frotter les sols... à genoux, si possible, tant qu'à faire, hein, genuflexion, non, mais je ne sais pas. Enfin, oui, mais c'est ça. C'est ça. D'accord, voilà. Donc, les signes extérieurs de soumission, tant qu'à faire, de rabaissement, histoire que l'estime de soi soit bien laminée. On nous rappelait toutes les semaines qu'on était des mauvaises filles, des filles perdues. On était des filles perdues. Seule notre âme pouvait être sauvée. Seule notre âme pouvait être sauvée. Drôle de manière de sauver l'âme, mais bon, c'était vraiment... Il y avait l'endoctrinement religieux. On pouvait sauver notre âme et éventuellement devenir religieuse à notre tour. Pas religieuse, juste une madeleine, une servante des religieuses. Ah ouais, d'accord. Parce que tu avais cette option-là. Tu avais quand même l'option... Rester à l'intérieur pour rester au service des religieuses. Oui, je vois. Merci beaucoup pour l'opportunité. Il y a des filles qui avaient peur du monde extérieur, qui acceptaient
qui acceptait Je cette comprends. option-là. Mais Et moi, j'avais la curiosité du monde extérieur. oui, je veux bien te croire. Puis je l'avais un peu connu, le monde extérieur. Et puis, Oui. j'avais le souvenir du Jura, où la vie était paisible au milieu des animaux. Et Hmm. donc, Oui, cette nature-là, je sens que ça t'avait ça, si nourri. C'était peut-être une Ça- bulle d'oxygène. c'est une boule de... Je savais. Et puis, l'autre pension où j'avais été, qui était un pensionnat ouvert, je savais qu'il existait un autre monde. Et, Quelques ancrages heureux, on va dire. Oui, on peut dire ça comme ça. quelques ancrages heureux, et c'est bien, à la fois sensoriel, quelques Oui. souvenirs humains aussi positifs, Oui, auxquels te raccrocher, oui. peut-être, et te dire, c'est quand même possible. Il faut aller chercher, mais c'est peut-être possible. Donc, je pensais que l'enfermement chez les religieuses suffit. Moi, mon âme, je ne savais pas où elle était, tu vois. Je la matérialisais pas. Oui, mais elle est où, mon âme? Elle est où, mon âme, de quoi on parle? Allez, d'accord. Et l'endoctrinement religieux, sur moi, ça n'a pas marché. Moi, ça me convenait bien d'aller à la messe, parce que c'était le moment où je me reposais. Très bonne idée. C'est bien, tu filtrais, mais c'est une technique de survie aussi. T'as trouvé ta technique pour survivre. Oui. Ouais. Ouais. Te reposer pendant que c'était... Enfin, tu t'es inventé tes propres règles, Dieu merci, quoi. C'est là où t'étais pas soumise, justement, à l'intérieur de systèmes tellement étroits Répressif. et répressifs. Ouais. Heureusement, t'as mis en place des choses Des protections. pour rester toi, quoi. Mm. Alors, et te voilà dehors. Bon, tu crois à une nouvelle vie. Oui. Mais en fait, tu ne le sais pas, mais évidemment, t'es suivi par des mauvais garçons, des mauvaises fréquentations, des mauvais garçons, des hommes... Que tu devines pas que c'est des mauvais garçons, parce que c'est des garçons qui ont 25 ans. C'est pas les vieux barons de la prostitution qui m'ont suivi. C'est des jeunes qui font partie du système. Et moi, très vite, j'ai cherché à travailler. Donc, j'ai fait le porte-à-porte des restaurants. Et évidemment, on est en 1974. Ouais. Travail au noir, mal payé, en restauration. C'était facile à trouver. Donc, j'ai trouvé, mais très vite, un restaurant qui m'a offert le gîte, le couvert et où je faisais serveuse. J'étais vive. C'est bien. Ouais. J'étais vive, j'apprenais vite. J'étais une bonne serveuse. Mais sauf que comme j'avais été suivie, forcément, à un moment donné, je rencontre un garçon. Comme j'avais 15 ans de dortoir, j'avais un retard affectif énorme. Donc le premier garçon qui s'intéresse à moi en tant que personne, je l'aime. Et puis, sauf que là, lui, il n'est pas là pour être aimé. Oui, bien sûr que pour tu lui, l'aimes, bien sûr. Alors que pour lui, j'étais juste un produit de consommation. Mais je ne pouvais pas le deviner. Donc, évidemment, j'ai subi beaucoup. J'ai subi beaucoup. Mais évidemment, très vite, ça tourne mal. Très vite, ça passe au viol. Mais lui... Collectif. Ben non, lui, j'avais accepté d'aller avec lui j'avais accepté de faire l'amour avec lui pour garder l'attachement, pour garder l'affection, parce que c'est ça dont j'avais besoin. Tu cherchais évidemment l'attachement, et dans ces cas-là, en plus, on ne voit pas, on a tellement envie d'y croire, on se raconte une histoire, et c'est tellement, parce que toi, ton âme, elle est pure, elle est pleine d'amour, pleine de sang, d'attente en tout cas. D'attente, mais évidemment, et tellement normal, donc évidemment que tu te racontes une histoire à ce moment-là. Et tu ne vois pas le mal arriver tout de suite. Oui. Et donc cette première expérience a été extrêmement humiliante et douloureuse, parce que une fois que donc j'avais accepté, et une fois qu'il s'était servi sur moi, il y a plein d'autres garçons qui sont arrivés avec il y avait 2 filles avec eux aussi. Et puis là, j'ai été le jouet de tous, et quand ça les amusait plus, ils m'ont jeté dehors, ils m'ont jeté mes habits avec moi. Mais c'était ça, c'était une fois, ça a été une séquence. Voilà, la première. Genre, il t'a fait un guet-apens, quoi. Oui. On va dire. Oui. Je peux dire ça comme ça? Oui. Tu t'attendais à te retrouver en tête à tête. Je m'attendais à une histoire d'amour qui commence. Voilà, et il fait rentrer d'autres gens. Et ça a été ce qu'on appelle une tournante aujourd'hui. Oh mon Dieu! Et quand les autres garçons sont arrivés, il a arraché les draps du lit. J'étais nue au milieu de tous ces garçons qui riaient, qui buvaient, et qui m'obligeaient à boire du cognac comme ça au goulot, toutes ces mains qui me tripotaient. Enfin, c'est un truc affreux. Donc, je n'ai jamais oublié. Et quand on parlait tout à l'heure de blessures affectives,
Tu vois, cette histoire, ce que je te raconte là, il y a 50 ans d'écart avec l'événement, mais c'est une blessure qui est restée, qui est toujours là, et qui est bien plus forte que les bastonnades, que les Ou coups. que se prendre un pain ou un truc. Enfin, pardon, d'un coup, Oui, quoi, oui, voilà. oui. Et je le comprends tellement. Parce qu'en plus, c'est un moment où t'es démuni, où enfin, où tu te livres, en fait. Je veux dire, tu vois, t'es en confiance, en fait. Tu te livres, t'es en confiance, tu t'attends. Et c'est une trahison, je pense, Oui, non? oui. Une trahison. C'est bien pire que des religieuses que tu n'aimes pas et qui ce jour-là décident te disent que allez, c'est punition collective, tout le monde au dortoir. Ben ça, cette expérience-là, c'est bien pire que les maltraitances physiques des religieuses qu'on n'aimait pas. Parce que là, il y avait un élan affectif. Mais oui. J'étais amoureuse. Mais bien sûr. Je comprends tellement. Oh, et là, tu tombes de 10 étages. Quoi. Ouais. Donc, ils te jettent dehors après. Ils sont servis. Nus, carrément. Ils me jettent dehors nus et ils me jettent mes vêtements comme ça. Et va te rhabiller. Mais voilà. Et va te rhabiller sur le palier, quoi. On n'a plus besoin de toi. C'est épouvantable. Il faut s'indigner. C'est obligé Ce moment-là, tu t'indignes pas, tu pleures, tu ramasses tes habits. Et puis tu rentres chez toi. Tu penses à porter plainte ou pas? Porter plainte, mais pourquoi faire? Je suis coupable, c'est de ma faute. Je me suis mis dans le piège toute seule. Me plaindre à qui, de quoi? Bah non. Puis en plus, dans les commissariats, il y avait que des hommes. Tu crois que... Période machiste. Tu crois qu'à l'époque, personne t'aurait écouté? Bah, tu vas dans on est en 1978. Il n'y a que des hommes dans les commissariats. Tu vas dire, j'ai suivi un amoureux et je me suis fait violer. Mais un viol pour les hommes de cette époque-là, mais ça ne faisait pas la différence. Ils ne comprenaient pas que ça ne procure pas du plaisir. Mais non. Il faut resituer dans son époque. Mais oui, je sais bien. J'essaie de reciter ça dans son époque, mais l'indignation me gagne. C'est... Ok, donc c'est impossible de dire quoi que ce soit. Puis... J'espère que tu reçois mon indignation aujourd'hui, parce qu'elle est réelle, tu vois. Ça ouais. J'étais une mauvaise fille. J'avais quand même... Un Kleenex. De 10 ans à 18 ans, on m'a dit que j'étais une mauvaise fille, que j'étais responsable de ce qui m'arrivait, que tout ce que j'engendrais était de ma faute. Ouais, je vois. J'avais le diable en moi. Eh oui, toujours ce fichu diable. Sauf que c'est justement parce que je me sentais coupable de tout que je m'en suis sortie. Parce que si on m'avait dit que j'étais une victime, et si je m'étais sentie être une victime, ben j'aurais attendu que ce soit les autres qui me sortent d'affaire. Alors qu'en me sentant coupable, je pensais qu'il n'y a que moi qui pouvais m'en sortir et que pour changer de palier, ça ne dépendait que de moi. Oui. Et qu'il fallait que j'en trouve les moyens. J'avais compris que de crier, personne ne m'écoutait. J'avais compris que je pensais que si tous ces garçons me faisaient du mal, c'est parce que j'avais pas le verbe et qu'eux n'avaient pas le verbe pour éviter de taper, pour pouvoir exprimer leur mécontentement. Ça. Et moi aussi. Et j'avais entendu parler des cours par correspondance. Et là, j'ai pris, pendant que j'étais serveuse, je prenais les cours au CNED et j'ai laissé tomber toutes les matières, mais je me suis concentrée sur le français, les livres, et c'est les livres qui m'ont sorti d'affaire. C'est la découverte des livres qui m'a permis d'apprendre, qui m'a permis de découvrir qu'il y a plein de mondes différents, qu'il y a plein de mondes possibles, et que je peux changer de monde, mais que pour ça, il fallait que moi, je m'élève socialement pour pouvoir intéresser un garçon intéressant. Il fallait que moi-même, je devienne intéressante. Et c'est parce que j'ai acquis le verbe que j'ai pu me sauver. Donc quand j'ai compris, quand j'ai été vendue, parce que j'ai été vendue, enfin bon, quand j'ai compris qu'on allait me tuer en fait, puisque je résistais à la prostitution, on pouvait pas me mettre sur le trottoir, et quand j'ai compris qu'on allait me tuer, j'ai réussi à me sauver, et là, j'ai eu la première main tendue, positive. La dernière voiture qui m'a pris ne venait pas à Paris, mais à Fontainebleau. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est que je sois pas arrivée tout de suite dans une grande ville comme Paris, que c'est quelqu'un qui m'a tendu la main. Je rêvais d'être infirmière, comme la grand-mère, qui était le seul modèle civil, féminin, positif que j'avais rencontré quand j'étais dans le Jura. Donc je me rêvais infirmière, et il m'a fait rentrer à l'école d'infirmière à l'hôpital de Fontainebleau. C'est beau ça, ouais. Ça a été la première main tendue, et ça a été possible parce que j'avais acquis le verbe, parce que j'avais acquis le langage. Ce que j'avais pas acquis, c'est l'éducation. D'accord. Que j'avais des valeurs qui étaient les miennes et pas celles de l'hôpital.
Donc, ça a duré un temps, puis j'ai été renvoyée de l'hôpital. Mais c'était un début de construction, Voilà. un début de vie positive. Vous pouvez pas tout de suite. Ouais. Et ça a été mon premier escalier, la première marche. D'accord, c'est beau. Et quand l'hôpital m'a renvoyée, j'ai une amie qui m'a dit « Viens faire l'hôtesse à Paris ». Comme j'avais l'expérience de la rue, j'avais l'expérience de la vie difficile, donc j'avais un sens du contact avec les autres très facile. Et très vite, je dois vraiment remercier Michel Beltoise, frère de Jean-Pierre Beltoise, parce qu'il m'a engagée comme hôtesse au début, puis très vite, il m'a mis manager des hôtesses. Et c'est moi qui trouvais toutes les hôtesses pour les manifestations, pour tous les événements. Et c'était dans le monde des courses de Formule 1, le bol d'or, les tu avais du leadership, du culot, non? J'avais tout ça. Tu avais tout ça, je pense. J'avais tout ça. Et comme faire travailler des hôtesses, c'était bien, mais ça, c'était pas suffisant pour gagner correctement ma vie. Il se trouve que quand je travaillais à l'hôpital, j'avais vu un tournage au château de Fontainebleau, un film d'époque. Donc, je me suis dit que toutes ces hôtesses que je faisais travailler, je pouvais aussi les faire tourner sur des films. Et c'est là où... Super idée. C'est là où j'ai pris connaissance du journal de film français et d'Écran Total. Et j'ai fait le porte-à-porte des productions. J'ai commencé comme ça. Bah ouais, mais le culot, hein, beaucoup tellement de ressources intérieures. Tout ce que j'ai construit à travers ma vie difficile d'avant, je l'ai transformé et je l'ai mis au service de ma vie d'après, de ma deuxième vie. C'est-à-dire que... Extraordinaire. J'osais tout, j'avais rien à perdre, tout à gagner, j'osais tout. Donc quand j'ai commencé dans le cinéma, mes premiers castings, on me proposait ce que les autres ne voulaient pas faire, ne savaient pas faire, ne pouvaient pas faire. Mais moi j'étais capable de tout, parce que quand tu crois que tout est possible, bah, tout devient possible. C'est magnifique. Et j'avais peur de rien. Et j'avais une combativité hors norme. J'avais un besoin de réussir plus que personne. J'avais un besoin de reconnaissance infini. Et quand on me faisait confiance, mais pour mériter cette confiance, j'étais capable de tout. J'apprenais à une vitesse incroyable et j'avais pas peur de l'humiliation parce que j'avais déjà tellement été humiliée que aller dans un endroit pour chercher des figurants et me faire jeter, c'était pas un problème. Je me secouais un peu et puis la vie continue. J'étais capable, j'ai fait des décors incroyables à la figuration. Si bien que j'ai très vite eu de la notoriété, très vite j'ai été incontournable, très vite j'ai fait des très gros films et c'est là où j'ai rencontré... pendant cette période-là, c'est là où j'ai rencontré tous les acteurs américains, C'est vrai. Oui, raconte alors. C'était qui? J'ai travaillé sur un film où on faisait sauter la brasserie du Trocadéro avec. Donc c'est là où j'ai rencontré Hervé Kettel, c'est là où j'ai rencontré des acteurs de ce niveau-là, Pierre Clémenti. Nureyev était sur ce film aussi. Et j'ai fait tellement de films comme ça. Après, j'ai fait tous les Belmondo. Les Belmondo, c'était formidable. Avec Jean-Paul Belmondo, j'avais une relation... C'est vrai. Il était très protecteur vis-à-vis de moi. Il devinait que je n'avais pas un passé de bourgeoise parce que le cinéma est quand même très codifié et très blanc et très société protégée quand même. Surtout au début des années 80. Ça s'ouvre aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours... Au moment où moi je suis arrivée, ce n'était pas le cas. Tu as raison. Mais certains acteurs, comme Jean-Paul Belmondo, justement, comme aussi bien d'autres, et ils sentaient que j'avais un ailleurs. Ils devinaient que... Et il était très protecteur avec moi et faisait en sorte que... c'est touchant. Donc faisait en sorte que j'ai toujours une assiette à la cantine, même quand j'arrivais en retard. Enfin. Et puis, j'ai fait... Petit geste touchant. J'ai commencé à aller au cinéma en travaillant dans le cinéma. Donc, j'ai découvert que le monde ne s'arrêtait pas au cinéma. Que le monde ne s'arrêtait pas à la France, je voulais dire. Et oui. J'ai tout appris par les livres et le cinéma. Et j'avais ce tel besoin d'apprendre. Et... j'ai appris à connaître les acteurs en travaillant avec les acteurs. J'observais beaucoup, j'avais cette capacité à parler avec tout le monde et je ne mesurais pas leur notoriété, donc je leur parlais normalement. Ah oui, pour toi, moi, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de différence entre un petit acteur et un grand acteur puisque je découvrais tout. Donc je leur parlais normalement.
Et sûrement, Ils appréciaient ça. ils appréciaient quoi, de pas qu'il n'y ait pas cette distance. Et Que je les mette pas sur un piédestal. Oui. Et j'ai mis 10 ans à être suffisamment légitime pour passer au métier d'acteur, pour passer au casting des acteurs. J'ai mis 10 ans. Ouais. Mais il fallait ce temps-là Oui. pour connaître suffisamment d'acteurs, pour gagner Oui. leur confiance, pour me sentir légitime. Parce que pour que les autres te sentent légitime, il faut quand même que toi, Bien sûr. tu puisses envoyer un peu de légitimité. Bien Et je suis rentrée à Canal+, donc j'ai fait toutes les grandes années Canal+, les grandes années de Nulle part ailleurs. Quelle revanche, là, ça fait plaisir. Tu vois, je dis plus rien parce que je t'écoute. Vas-y, je bois du petit lait maintenant. La revanche. La C'est revanche. bien. La Mais revanche sur la vie, ouais. tout ce que j'avais appris j'étais hyperactive. Ça, c'était devenu naturel parce que en étant hyperactive, en étant tout le temps dans le faire et dans l'action, ça t'évite de te retourner sur toi-même, de t'écouter pleurer, de t'écouter. Donc j'avais développé l'hyperactivité grâce à mes années de souffrance. J'avais développé aussi une hypervigilance. C'est-à-dire que je traverse toutes les pièces, je peux te dire où est tel objet, parce que j'ai une mémoire inconsciente. J'ai eu besoin de cette hypervigilance pour ma sécurité quand j'étais tout le temps en danger. Et après, dans le cinéma, mais c'est une qualité énorme. Moi, je sais voir derrière ce que tous les acteurs montrent. Moi, je sais parfaitement ce qu'ils cachent. Derrière le numéro de séduction que me font les acteurs parce qu'ils veulent travailler, moi, j'arrive très clairement à voir quelles sont leurs fragilités. Et c'est leur fragilité qui fait leur force. C'est ce qui fait que je suis une bonne directrice de casting. Magnifique. Parce que je sens tout ça. Oui, tu sais tout décoder, tu lis entre les lignes, tu sais... Oui. J'ai converti en force, j'ai converti toutes mes faiblesses en force. Fabuleux aussi. Et en tout renversé, et tu t'es appuyé sur tout ce qui aurait dû te détruire, tu en as fait une force. Et mon outil de travail. Et ton outil de travail, et sont devenus des piliers sur lesquels t'appuyer pour tout reconstruire. Ouais. C'est très, très impressionnant. Et aujourd'hui, on va me remettre une médaille. Oh. Oui, on va me remettre une médaille. Je suis invitée, je vais avoir une médaille d'argent avec palme, la médaille de la Ligue universelle du bien public. Oh. C'est énorme. Bravo. C'est énorme. C'est énorme. C'est fantastique, écoute. C'est incroyable. Mais bon, ça c'est une chose. Mais le mieux du mieux du mieux du mieux, et la boucle est bouclée. C'est que grâce à la visibilité que vous me donnez, à m'inviter comme ça sur des émissions, la protection judiciaire de la jeunesse m'a proposé de construire un module de formation pour les éducateurs. Et je vais faire ça au mois de mars, c'est-à-dire que je vais aller travailler avec les éducateurs avec tous ces éducateurs qui s'occupent des enfants en justice. Je ne sais pas tout ce qu'il faut faire, mais ce qu'il ne faut pas faire, ça je le sais. Et la boucle est bouclée. Moi qui ai été enfant en justice, je vais m'occuper de former les éducateurs qui s'occupent des enfants placés par la justice. Waouh, ça c'est magnifique. Mais ça, c'est... Bravo, mais merci. Je suis très heureuse de ça. Ouais. Et je commence au mois de mars. Le plus beau des rôles, quoi, finalement. Le plus beau des rôles. Quel merveilleux parcours de résilience. Ah oui. J'ai construit sur des ruines. Ben ouais, mais donc c'est très très beau. Donc je suis touchée par ton parcours et donc pour finir, pour toi c'est important pour toi d'être venu témoigner sur tout ça aujourd'hui. C'est important parce que je suis dans une démarche de transmission, pas de réparation. La réparation, je m'en suis occupée toute seule. Okay. Et puis d'ailleurs, on se répare jamais. C'est constitutif de ce qu'on est. On en fait quelque chose ou pas. Exactement, oui, c'est vrai. Et si je suis dans cette démarche de transmission, c'est parce que je rencontre tellement de gens qui vont mal, tellement de gens qui croient plus en rien, tellement de gens qui n'ont pas de valeur, que je veux transmettre ce message que c'est pas parce que tu as fait un mauvais départ que tu peux arriver nulle part. Voilà, ça c'est magnifique. Et ben moi je voulais juste finir sur je te parlais de Naïs et de Pagnol. C'est ma maman tout à l'heure qui m'a dit cette phrase. Tu sais, c'est les petits bossus sont des anges qui cachent leurs ailes sous leur pardessus.
Joli. Et ce que je trouvais très beau, c'est qu'on a à dire aux personnes qui nous écoutent. On peut, alors pas, tu vois, on a tous eu des blessures d'enfance, des choses qui ont marqué notre histoire. Donc quelque part, on est tous un peu bossus. Oui. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et c'est ce que j'ai envie de retenir de ton histoire. Oui. Voilà, c'est de tout ce qu'il y a eu, hein, beaucoup de souffrance, tout ce qu'on t'a infligé, mais tu t'as rien lâché, tu t'es battu et c'est ce que t'en as fait et un magnifique parcours. Donc merci beaucoup pour ce partage. Merci Raphaël. Voilà. Et puis écoute, dans quelques instants, tu vois, on va te poser juste quelques petites questions, un petit ping-pong questionnaire de Raphaël. Et puis moi, je te souhaite tout le meilleur et encore tout bravo pour ton histoire qui m'a touchée, comme cela peut se voir. Merci Fabienne. Merci de m'avoir écoutée. Merci Raphaël. Merci. Fabienne, ta deuxième vie rime avec liberté. La bande originale de ta deuxième vie, ce serait Feeling Good de Nina Simone. Ah, très beau. Fabienne, si ta deuxième vie était un dicton. Un dicton. Si ma deuxième vie était un dicton. Si ma deuxième vie était un dicton, ça serait « La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » Ah, j'adore. Fabienne, si ta deuxième vie était un plat. Un plat ? Une salade composée, une salade colorée avec plein de couleurs, plein d'imprévus, croquante et pleine de surprises. Excellent. Fabienne, alors, prête pour une troisième vie ? Oui, à condition que ce soit moi qui écrive le scénario. Je vous laisse avec Fabienne, qui, comme chacun de nos invités, va tracer les contours d'un oiseau, symbole de liberté, de curiosité et d'élan. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode.